Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro télévisé de Femmes à l'honneur. Après avoir conquis les ondes de la radio parlementaire, notre émission fait désormais son entrée sur vos écrans, dans vos salons, avec une ambition encore plus grande, mettre en lumière les femmes qui façonnent l'histoire, qui inspirent et qui transforment notre société. Et quel meilleur choix pour inaugurer cette nouvelle ère qu'une femme qui incarne à la fois leadership, engagement, vision pour l'avenir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Maimouna Yombounou, première vice-présidente du Conseil national de la transition. Pourquoi elle? Parce que cette institution joue un rôle crucial dans la construction des bases de notre avenir politique et institutionnel. En tant que première vice-présidente, Madame Maimouna Yombouno joue un rôle crucial, veiller à ce que la transition en cours réponde aux aspirations du peuple guinéen avec une gouvernance plus inclusive et équitable. Aujourd'hui, nous allons découvrir son parcours, son engagement, sa vision pour une Guinée où les femmes participent pleinement aux prises de décision. Restez avec nous car ce premier épisode marque le début d'une aventure médiatique dédiée aux femmes qui impactent l'histoire. Alors, honorable, bonjour. Madame Condé. Merci d'être là. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être l'une des premières invitées, je peux m'exprimer ainsi, pour ne pas dire la première, et conseillère invitée sur votre beau plateau du Merci. Parlement et de la télévision parlementaire. Alors, le vendredi 21 février 2025, nous avons lancé cette télévision avec votre présence d'ailleurs. Une première fois dans l'histoire. Pour la toute première fois, l'Assemblée nationale dispose de son propre canal de communication. Je vais dire que c'est une volonté politique forte du président du Conseil national de la transition. Alors, aujourd'hui, vous occupez une très grande place au sein de cette institution. C'est un honneur pour moi de vous avoir. Est-ce que j'imagine déjà que ça vous fait chaud au cœur d'avoir votre propre télévision? Mais je ne peux même pas vous exprimer le degré de joie que j'ai eu ce vendredi 21 et courant. D'abord à l'annonce, parce que bien avant l'inauguration, je suis venue découvrir les lieux. Franchement, j'ai trouvé un bijou que le président a mis à notre disposition, a mis à la disposition du Parlement guinéen, a mis à la disposition de tous les conseillers et également le personnel de l'administration parlementaire. Et cela, c'est grâce au soutien d'un homme que j'aime appeler affectueusement l'homme du 5 septembre. L'homme du 5 septembre, le président général Mamadi Doumbouya, que j'appelle également le guide suprême de la refondation. Merci à lui, parce que n'eût été son soutien, on ne pourrait pas, quoique l'ambition, quoique la vision du président du CNT, on ne pouvait pas réaliser une telle œuvre. Donc on ne peut que le remercier pour son soutien permanent. Alors, je vais aussi profiter de lui dire un grand merci. Donc, qui est Agia Maimouna Yombouno? La réponse suivait ce portrait. Née à Guéguédou en juin 1960, Honorable Maimouna Yombouno est une activiste et femme politique guinéenne, issue d'une famille modeste, d'un père fonctionnaire à la poste et d'une mère ménagère. Elle commence ses études à l'école primaire de Fria, mais avec un père fonctionnaire qui se déplace beaucoup, Honorable Maimouna Yombouno changera plusieurs fois d'école au gré des mutations de ce dernier. Ainsi, de Conakry à Boké, elle finira ses études secondaires au collège de Bambo à Guékédou. Après le collège, Honorable Maimouna Yombouno décidera de poursuivre ses études supérieures au lycée de Cancan, où elle obtiendra son baccalauréat en sciences mathématiques. À la fin de ses études secondaires, elle intègre la faculté des sciences juridiques de l'université de Donka, puis change pour des études en économie. Elle y décrochera son diplôme avec la 20e promotion des sciences économiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry.
Sur le plan professionnel, Honorable Maïmouna Yombouno a travaillé en tant qu'inspectrice des services financiers, puis manager des projets de développement international, où elle a pu mettre en œuvre des initiatives d'envergure visant à favoriser la croissance économique et le développement durable en Guinée que dans d'autres pays. Honorable Maïmouna Yombouno a occupé ainsi des postes au sein de plusieurs organisations et associations, dont entre autres présidente de la Fondation Solidarité Féminine, dirigeante de My Solidaire Newsness and Consulting, mais aussi à la tête de l'Amicale des femmes de Guékédou, une organisation qui défend les droits des femmes et encourage leur participation active dans la vie de la société. Sur le plan international, Honorable Maïmouna Yombouno a participé et contribué au sommet mondial sur la promotion féminine et au soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique, organisé à Kigali, où elle a été membre du comité de suivi des recommandations du sommet de Kigali sur le genre, organisé par la Banque africaine de développement. Femme dynamique et engagée dans la vie politique de son pays, Honorable Maïmouna Yombouno est depuis le 22 février 2022 conseillère nationale et première vice-présidente du Conseil national de la transition, et depuis sa nomination, elle ne cesse de mettre ses compétences au service de l'institution parlementaire, mais aussi au service des femmes qui y travaillent, dans le but de créer un meilleur cadre de travail et de meilleures conditions de vie pour elles. Nous venons de suivre un portrait de vous. Je retiens de vous une femme qui brise les ondes, qui s'impose dans un domaine encore largement dominé par les hommes, une femme dont le leadership et la résilience ont ouvert la voie à une nouvelle ère de gouvernance en Guinée. Un commentaire sur votre propre portrait. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Mais tout a été dit, franchement, tout a été dit. Et peut-être, sauf que je veux tout simplement vous dire la raison de mon engagement. La raison de mon engagement part de l'histoire que j'ai vécue avec ma mère et qu'on a sorti de l'école au Libéria, l'a donné en mariage en Guinée et qui a perturbé tout son parcours scolaire. Et c'est un phénomène qui l'a hanté durant toute sa vie. Et voilà, lorsque je grandissais, elle me relatait cette histoire. Elle me relatait et je la voyais engagée, aller chercher les filles dans les villages pour les les envoyer en mariage. Et les envoyer à l'école, les inscrire à l'école, je veux dire. Et voilà pourquoi j'ai compris. Et moi, j'ai vu ma mère sortir de l'école et transformée en ménagère, en femme rurale, où elle est obligée de réaliser petites activités génératrices de revenus pour soutenir notre éducation, pour soutenir l'éducation des autres enfants qu'elle avait en charge. Donc, je suis sortie de l'école comme inspecteur des services financiers et comptables, par conséquent gestionnaire. Je gérais et je voyais les femmes qui venaient tout le temps m'exprimer leurs préoccupations et poser leurs problèmes, comment pourrais-je résoudre leurs problèmes comme ça. Donc j'ai commencé, et comme j'étais déjà au cabinet du gouverneur de Zérékoré, et toutes les fois qu'il y avait une rencontre concernant les femmes, j'étais choisie. J'étais la seule femme d'ailleurs. Donc j'étais choisie parce que j'ai occupé ce poste à l'âge de 34 ans comme chef de service du budget du gouvernement de Zérékoré. Je ne sais pas si votre mère, elle vit maintenant, mais j'imagine qu'elle est fière de vous. Elle ne vit pas, mais avant de partir, paix à son âme, en 2019, elle était très heureuse parce qu'elle avait compris qu'elle avait accompli une mission extraordinaire. Et je suis restée dans cette situation. Et moi aussi, quand je grandissais, très tôt, mon papa aussi m'a donné en mariage. Les enfants, les premiers enfants, maman les a pris. Dit non, il faut que tu ailles à l'école. Je ne veux pas que tu subisses le sort que j'ai eu. Donc très tôt, j'ai eu vite les enfants, les 2 premiers enfants, et avec un mariage qui a été vraiment difficile. Mais Dieu merci, je suis là, par la grâce de Dieu, avec les beaux enfants. Et voilà la raison de mon engagement. Je me suis dit que je devais aller... J'ai commencé à apprendre le militantisme à l'âge de 35 ans. Nous allons parler de vos c'est ainsi que j'ai commencé petit à petit. Et finalement, par la grâce de Dieu, le soutien, à cause aussi de ma position,
et de gestionnaire, j'avais des petits moyens pour mettre cette organisation en place de façon parallèle avec mes fonctions professionnelles et administratives. En parlant de fonctions professionnelles et administratives, nous allons présent à parler de votre actualité. Vous êtes la première vice-présidente du Conseil national de la transition. Quel est votre apport, ou dirais-je rôle, au sein de cette institution? Je me suis dit, dès lors, parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Peut-être j'avais reçu des informations que je vais venir au CNT, mais occuper ce poste stratégique, je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai passé toute une nuit à penser, parce que je me sentais toute bleue. Comment venir assumer cette fonction? Mais par la grâce de Dieu et le soutien des proches, des collaborateurs, surtout le soutien du président Dr Dansah, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que je me suis mise à l'école, je me suis mise à son école. J'ai vu un homme engagé, un homme déterminé à servir sa nation. Et je me suis sentie dans ma peau auprès de lui, parce que l'ONG que j'ai mis en place, son slogan, c'est agir et servir la nation. Quand je me suis vue comme proche collaborateur de cet homme engagé, à écrire son histoire en lettres d'or, je me suis dit, voilà, là où c'était ma place. Parce que même si on me demandait le poste maintenant de ministre, je suis bien ici. Je suis bien à l'aise à côté de lui. Et aussi, je me suis dit, nous sommes battus des années pour que les femmes accèdent au poste de décision. Mais beaucoup de femmes ne comprennent pas la raison pour laquelle, quand la femme a un poste de décision, ce qu'elle doit faire. Parce que c'est une chance d'avoir ce poste. Je ne suis pas plus instruite que les autres. Je ne suis pas plus formée que les autres. Je dis souvent simplement que c'est une chance. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin, à dire que c'est une chance déjà d'aller à l'école, terminer les études. Quand vous êtes issu, vous êtes d'une famille modeste, pas de grands moyens, d'un fonctionnaire de la Révolution, qui n'a rien, qui ne compte que sur le maigre salaire. Et d'ailleurs, ce maigre salaire ne peut pas tout prendre en charge familialement, et dont les mamans sont obligées de mener les activités, des petites activités génératives de revenus pour soutenir votre éducation. Oui. Donc je me suis dit que c'est une chance d'aller à l'école, c'est une chance de terminer les études, et c'est une chance d'occuper un poste de responsabilité. Quand vous avez une telle chance, vous devez vous rendre utile auprès de celles qui sont dans le besoin. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas dormir. Quand j'appelle, elle ne se fatigue pas. Oui, je ne peux pas me fatiguer, parce que ce que j'ai vécu, parce que le militantisme que je mène, c'est plus de 20 ans sur le terrain. Donc j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été malmenée, j'ai été piétinée, j'ai été sabotée. Mais aujourd'hui, grâce à cette opportunité que le président de la République me donne, à ce poste stratégique, avec le soutien de mon président Dr Dansah et tous les collaborateurs, du vice-président également, et tous les conseillers nationaux, je me sens plus forte. Et je suis aussi, bien évidemment, soutenue admirée par le personnel de l'administration parlementaire. Et quoi puis-je dire encore? Qu'est-ce qui ne peut pas me donner la force? Après tout ce que vous avez suivi, j'ai vécu l'année dernière. C'était du miracle. Je me suis réveillée d'un coma. J'étais du miracle, sans séquelles, indemne. Et je ne peux pas finir de remercier le bon Dieu et remercier les décideurs, le président de la République, les membres de son cabinet et le président Dr Dansah Kourouma et tous les conseillers nationaux qui me donnent la force au quotidien. Tous les jours qui se lèvent, j'ai quelque chose à réaliser dans la tête, parce que la demande est forte. Je suis là, avant d'arriver ici, j'ai travaillé avec beaucoup d'organisations de femmes.
beaucoup d'organisations de femmes aujourd'hui comptent sur moi. Et je représente tout un espoir pour elles. C'est quoi? C'est trouver quelques moyens, mettre à leur disposition. Comme le dit le président Dansar, avec un petit montant, vous changez la vie des autres. C'est pourquoi je ne lésine jamais sur les moyens. Mais mes petites primes que je gagne avec le soutien du président, quelquefois, je dis que je peux continuer à me rendre utile auprès de ces femmes qui n'ont pas eu ma chance. Madame la première vice-présidente, en parlant de solidarité féminine, vous avez d'ailleurs une fondation. Moi, pour la première fois, quand j'ai entendu le nom de cette fondation, je me suis dit, si elle a mis ça en place, c'est parce que pour elle, les femmes ne se soutiennent pas suffisamment. Est-ce que c'est une cause pour la mise en place de cette fondation? Oui, mais c'est une principale raison. Mais comme vous l'avez compris, j'ai milité dans beaucoup d'organisations féminines avant de fonder. Je vous dis, mon militantisme remonte de plus de 20 ans. Et la fondation a 12 ans. Mais avant la création de la fondation, j'ai milité dans beaucoup d'organisations de femmes à Zérékoré. Vous savez, pour comprendre ce qui se passe dans le pays, naître à Conakry, grandir et vivre à Conakry ne peuvent rien vous dire. Il faut aller vivre à l'intérieur du pays. Il faut passer un petit temps là-bas. Moi, j'ai commencé mon parcours administratif à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs, une partie de ma jeunesse à l'intérieur du pays, parce que mon papa, fonctionnaire de l'État, il a travaillé en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, partout. Mais à l'approche de sa retraite, il a préféré rentrer à Guékedou. C'est ce qui nous a permis de nous imprégner de la situation de notre ville, de l'intérieur du pays. Comment les femmes vivent, comment les jeunes vivent, comment ça se passe là-bas, comment les conditions de vie de nos populations à la base. Moi, j'ai commencé à l'intérieur, à Zérékoré. Et donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas la force de mon engagement. Parce que je me suis dit, quand j'ai fait beaucoup d'organisations, j'ai constaté que les femmes, comme vous l'avez dit, ne se soutiennent pas. Je le dis souvent, le problème des femmes, c'est des femmes. Mais comme je suis tellement habituée à cela, ça ne me dit plus rien. Parce que ça ne me dit plus rien. Dès lors que Dieu a fait que je sois à ce poste, aujourd'hui, beaucoup de femmes qui m'ont banalisé, qui m'ont malmené, viennent vers moi en tant que croyante. Je les reçois et je les aide également. Parce que Dieu a rendu ma justice. Dieu a fait la différence. Dieu vous a élevé. Dieu m'a élevé. Donc, je ne peux pas rentrer dans les petits détails parce que je ne veux pas faire vivre ce que moi j'ai vécu aux d'autres femmes. C'est pourquoi je suis toujours à disposition des femmes. Mes enfants me disent, tout que tu gagnes, tu continues à donner, Je dis oui, je dois continuer à donner parce que ça ne sert à rien d'avoir des fonds importants dans ton compte pendant que d'autres sont en train de souffrir. Donc moi je me suis dit, c'est ça, la solidarité féminine, oui, la solidarité féminine. Mais avant la solidarité féminine, c'est la solidarité nationale. C'est quoi? C'est le troisième mot de notre devise. Travail, justice, solidarité. Pourquoi on ne peut pas utiliser ce concept, ce mot, pour partager ce que nous avons? Pourquoi? Ceux qui ont là, je vois des femmes, beaucoup, on a des bonnes positions. Moi, quand j'avais ma fondation Solidarité Féminine, c'est ma dépense, c'est mes économies que je mettais dedans, parce que je ne gagnais pas de financement. Parce que je me suis rendu compte, il y avait des réseaux au sein des institutions internationales, au sein de nos partenaires, ce qu'on appelle la partenaire technique et financier, là, c'est les réseaux. Si vous n'avez pas de répondants, si vous n'êtes pas dans ces réseaux, vous ne pouvez pas avoir de financement. Moi, je me suis dit, avec les maigres moyens, je peux être sur le terrain. L'importance, même si je ne gagne rien, mais essayer sur le terrain. Et je me suis restée sur le terrain et j'ai eu un soutien, des soutiens de mes 3 garçons et de mes enfants, même de mon mari.
pour que je sois tout le temps sur le terrain. Parce que quand ils me donnent la dépense, je mets dans les activités. Après, je demande, il n'y a plus rien. Ils donnent encore. Donc voilà. Mais ma fille qui est aux États-Unis, elle l'envoie pour ses besoins. Je mets dans l'organisation. Ma fille qui est là, dont le mari est banquier, même chose. Les 3 garçons se sont impliqués dans ce qu'on appelle la communication digitale pour donner une certaine visibilité à ce que je faisais. Ils m'ont dit, maman, tu fais beaucoup de choses, mais tu n'es pas sur Facebook. Je dis, moi, je n'aime pas Facebook. Il dit, non, exploite bien Facebook, tu vas voir. Tu n'es pas sur Twitter, mets-toi ça. André me dit, mais tu fais beaucoup de choses, mais les médias ne mettent pas ça en lumière. Moi, je vais voir. Mais je dis, mais avec les médias, il faut donner de l'argent. Et quand tu as de l'argent pour aller poser une action sociale, une action humanitaire, si tu dois encore prélever à ce niveau pour donner aux médias, donc j'ai dit, c'est des problèmes. J'avais des problèmes, mais franchement, j'ai eu des soutiens avant d'arriver ici. Donc, il faut que je fasse cette mention pour eux, pour la famille, ce qu'ils ont fait pour moi. Alors, Madame la première vice-présidente, en essayant de prendre du recul, vous pensez que c'était important ou, je dirais, nécessaire de traverser toutes ces étapes pour être là où vous êtes aujourd'hui? Mais c'était très bien parce que ces étapes-là m'ont permis d'acquérir une certaine expérience. Ces étapes-là m'ont permis, m'ont forgé, m'ont donné la force d'ailleurs pour que je puisse bien me frayer le chemin. Et je me suis frayé le chemin, je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc je me suis dit que c'est très important de mettre les initiatives, de rentrer, de se jeter dans l'eau, de te forger et pour qu'un jour Dieu vous le reconnaisse. J'ai un de mes professeurs qui me dit, j'ai organisé un grand événement ici, où en 2017, le président Alpha Condé était à l'Union africaine. J'ai fait venir un grand forum qui se devait tenir à Alger. Moi, je l'ai fait venir ici et avec plus de 150 femmes venues du continent et d'ailleurs. Des femmes du continent et de la diaspora étaient là. J'ai organisé ça. Mais comme je n'étais pas ministre, je n'étais pas épouse de ministre, je n'étais rien. Ils ont dit non, toi tu ne peux pas faire ça. J'ai dit moi je peux le faire. Et je l'ai réalisé. L'activité a donné les rares occasions que vous voyez le président Alpha Condé et son épouse à un événement. C'était ce congrès. C'était en quelle année? C'était en 2017. J'ai organisé et ça est sur les réseaux. Je vais vous montrer ça. Où j'ai pris la parole devant Alpha Condé et son épouse. Et tout un monde, toutes les femmes leaders de Guinée étaient là. Parce que nous avons été reçus par le président Alpha Condé. Depuis lors, c'était quelque chose d'extraordinaire. Toutes les femmes venaient. Jusqu'au jour où les épouses des femmes, les épouses des ministres sont venus prendre mon événement en otage. Bien, moi je me suis dit, travail accompli. Parce que l'événement, c'était un événement de 28 novembre 2017. Ça a été réalisé, ça a été applaudi, point trait. Mais comme je me suis rendu compte que les gens étaient dans un réseau, le réseau de recherche de biens mal acquis, et je n'étais pas prête à m'associer à une telle démarche nocive, je me suis dit non, je ne peux pas. On m'a mise à l'écart. Un de mes professeurs me dit, je t'ai vu sur le terrain, mais sache que, et je n'ai pas oublié ça, il dit, je t'ai vu sur le terrain et je t'encourage. Tu as eu une expérience. Celui qui organise un événement, même s'il ça échoue, mais c'est une expérience. Tu as eu le courage d'organiser un événement, tu as eu de l'expérience. Même si tu n'as rien après, mais tu as l'expérience. Et ça, c'est écrit. Ça sera écrit sur ton dos. Un jour, tu le verras. Et donc, voilà pourquoi je me suis dit, et je suis sortie tête haute. Tête haute, quand j'ai mis cette association à un haut niveau, dès que je me suis retirée, elle est tombée. J'ai dit à la dame, j'ai dit, l'expression Sékou Touré nous a dit, le tombeau de l'impérial se trouve en Guinée. J'ai dit, moi, Maimouna Yombono, ex-coordinatrice Africa Femmes Performantes, je dis,
Après l'événement, le tombeau de Africa Femme Performance se trouve en Guinée. Parce que elle organisait les événements ici jusqu'à Washington. La délégation guinéenne, l'année qui a suivi, la délégation guinéenne, personne n'a eu un visa pour aller. Donc, vous voyez, tout le monde s'est découragé. Et moi, d'ailleurs, lorsque j'étais DAF, je payais les frais de participation de certaines femmes, comme les femmes mères. J'ai payé à 600$ fois 3. Tu vois une femme qui peut faire ça, tu n'es pas ministre, rien, tu fais ça. Et moi, je l'ai fait. Et c'est pour que les femmes mères de l'époque puissent participer au forum des femmes mères de l'Afrique. Je l'ai fait pour ma Guinée, je l'ai fait pour mon pays. Et aujourd'hui, je ne regrette rien et je continuerai à servir même ces femmes. Je suis toujours en collaboration avec ces femmes, en contact avec ces femmes. Donc je me suis dit, tant qu'on peut se servir la nation, il faut le faire. Tant qu'on peut servir la nation, il faut le faire. J'imagine que vous avez dit dans l'histoire que votre mère est votre principale source de motivation. Mais au-delà de cette brave dame, quelles sont, entre autres, les femmes qui vous inspirent ou bien qu'on peut qualifier comme des femmes modèles pour vous? Mais je vois souvent, je dis c'est ma mère. Partout où je vais, lors des grandes conférences, je l'ai dit à Kigali, je l'ai dit à Lomé, c'est ma mère qui m'inspire. Oui, au-delà de ma mère, j'ai vu le parcours de certaines femmes, comme Madame Achaba. Madame Achaba, c'est une femme dont son mari a été arrêté pendant le premier régime, à la 5e colonne. Mais la dame, elle a tout subi. C'est des choses qui se passaient sous le dos du premier président, par ses proches. Lui, il n'était pas informé. Parce que moi, j'ai pris le temps de lire le témoignage de certains rescapés de Kamboaro. On t'arrête si vous êtes une femme belle, les cherche à vous côtoyer. Vous refusez, on vous retire tous les avantages que vous pouvez avoir. Achaba a supporté tout ça là. Je l'ai apprécié. J'ai apprécié aussi Winnie Mandela. Quoique il y avait beaucoup de choses derrière, j'ai pris le temps de lire son histoire. Mais elle a supporté. Elle s'est battue. Pendant que son mari était en prison, elle a fait du bruit pour que les gens n'oublient pas son mari. Elle, à l'extérieur, elle a fait du bruit. Elle a tapé à toutes les portes pour que les gens se rappellent de son président Nelson Mandela. J'étais là. C'est une femme que j'ai trouvée stoïque. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé aussi le parcours de Rosa Parks. À l'époque de la forte ségrégation raciale aux États-Unis, où les Noirs devaient céder les places aux Blancs. Quoique, elle était assise. Lorsqu'on l'a demandé de céder la place à un Blanc, elle a refusé. Et c'est un caractère. C'est un caractère. Quand je vois ces femmes-là, à travers leur caractère, à travers leur force, à travers leur courage, à travers leur combat, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que je suis une combattante. Je suis une femme de courage. Parce qu'à un moment donné, vous avez vu, aujourd'hui, je me suis beaucoup lancée dans les activités, soutenir les droits des femmes. Mais comment? Les droits des femmes, c'est les aider à avoir leur indépendance économique et financière. Parce que pour moi, lorsque la femme a une indépendance économique et financière, c'est pour soutenir la société, c'est pour soutenir la femme. Les fonds qu'elle engage au quotidien sont injectés dans ce qu'on appelle l'éducation, dans la santé, dans la protection de l'environnement. Par conséquent, dans les questions de développement durable. Elles sont les premières actrices. Donc je me suis dit, c'est ça. Et dans ça, il y a un autre phénomène qui confisque l'avenir des enfants, c'est les violences. C'est toutes ces formes de violence. À commencer par la discrimination que la jeune fille a depuis sa naissance,
vis-à-vis de son frère garçon. À commencer par les mariages précoces, surtout d'abord les mutilations génitales féminines qui laissent les séquelles aux filles. Le mariage précoce, le mariage forcé, les violences sexistes dans les couloirs de nos administrations que j'ai personnellement vécues. Parce que il y avait un moment, je suis dans la gestion, on me demande d'accepter une certaine pratique néfaste ou anarchiste de l'administration. Anarchique, je dis non. On m'a mise à la porte parce que j'ai osé dire non à un ministre en fonction devant tous ses membres de cabinet. Donc, quand j'ai fait ça, on m'a mis à la porte. Beaucoup de mes frères et sœurs se sont fâchés contre moi parce que j'ai levé le ton devant un haut cadre de l'État, un homme fort, je veux dire. Et j'ai eu le courage de lever le ton. Mais je me suis dit, moi, j'assume mon acte et j'assure ce que je vais devenir après. Et j'ai assuré. J'ai fait voilà 9 ans de chômage. 9 ans, comme j'aime à le dire, 9 ans de banaya. Je m'excuse de l'expression parce que je n'avais rien à faire le matin. Je pense à une activité. Je dis, bon, je vais réaliser ça. Je n'ai pas tu rentres dans les préparations d'un projet, tu envoies au ministère, quelqu'un te récupère ça. Je me lève, je dis, j'ai combien d'argent aujourd'hui? Je veux payer 10 cartons pour envoyer aux filles à l'école. Je peux avoir quelques riz pour donner à un orphelinat. Je peux trouver un montant pour donner 1 million à une femme pour soutenir son action de saponification. Je fais ça. Et je fais ça, je mets sur les réseaux. Le matin, je fais ça, je mets sur les réseaux. Donc, ce n'est pas une activité comme on dit, banaya. Bien sûr. Donc, je faisais ça. Mais ça ne me disait rien. Les gens me disaient, mais toi, avec tout ce que tu as, tu quittes ton confort pour sortir, chercher les problèmes avec les femmes. Je dis, c'est dans ça que je me plais. C'est dans ça que je me rends. Je me rends utile. Quoique j'ai tout à la maison, je ne peux pas rester couchée pendant que je sais que d'autres femmes sont quelque part, ont besoin de moi. Mais pas souvent les femmes de l'administration. C'est pourquoi le groupe cible que j'avais, c'est les femmes en milieu rural. C'est les femmes du secteur informel qui sont là. Quand vous êtes avec elles, vous êtes à l'aise parce qu'elles ont besoin de vous. Mais nos sœurs là, qui sont dans les administrations là, c'est pas facile avec eux. Mais aujourd'hui, grâce à cette position, je reviens. Quand je le dis, les gens pensent que c'est la démagogie. Non, loin de tout propos démagogique, je ne pouvais pas m'attendre à cette position que j'ai aujourd'hui. Et qui m'ouvre beaucoup de portes. Qui m'ouvre les portes. Quand je veux aujourd'hui rencontrer un ministre, il prend le temps pour m'écouter. Quand je veux rencontrer un haut cadre de l'État, je l'appelle, il vient. Vous savez c'est quoi? C'est parce que c'est le poste que j'occupe. Donc je dois user de ce poste pour développer les initiatives et continuer à aider les femmes. Donc ma position de vice-présidente là, c'est ça. Je suis en train de travailler sur un projet que nous allons lancer pour le mois de mars jusqu'en avril, mobiliser les fonds pour continuer à aider les femmes et filles victimes de violences. On connaît vos différents combats dans ce pays. Si ça peut vraiment vous rassurer, vous êtes une source d'inspiration pour nous autres. Aujourd'hui, vous êtes première vice-présidente du Conseil national de la transition. Et quelle lecture vous faites aujourd'hui par rapport à la présence des femmes dans l'échiquier politique du pays? Mais aujourd'hui, je le dis, à maintes reprises, je l'ai dit d'abord, il faut saluer la vision et l'ambition du président de la République lorsqu'il est en train de valider la charte de la transition. Dans la charte de la transition, vous savez tous, on n'a plus besoin de revenir sur les missions du CNT. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans la charte, où il dit la constitution les membres du Conseil national de la transition
c'est 30%, minimum c'est 30% ou 30% en plus. Et voilà. Et ça, les Guinéens ont obtenu ça sans se mettre sur le terrain. Parce que c'était l'arrivée d'un visionnaire, comme le président de la République. Et avec l'équipe du comité national pour le rassemblement et le développement, le CNRD, nous ont donné la charte. Et dans cette charte, comme je le dis tout à l'heure, il y avait 30% ou plus de femmes qui devaient être au Parlement. Et voilà. Alors, c'était la première fois, lorsque nous sommes venus, j'ai pris le temps de fouiller dans les archives du Parlement. Connaître depuis l'évolution, la mise en place, depuis l'accession, je veux dire d'ailleurs, l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à nos jours, comment ça s'est passé, quelle était l'évolution des femmes, le pourcentage, le quota de représentativité des femmes au Parlement. J'ai obtenu, j'ai fait la différence. Après la validation du règlement intérieur, la mise en place des commissions permanentes, là aussi, j'ai vu les femmes engagées, aller se battre sur le terrain, à la compétition avec les hommes pour aller arracher les postes stratégiques au sein du Parlement. Et ça a été impressionnant. La nuit, là, nous sommes restés là. Le matin, j'ai exprimé sur ma page Facebook, c'était une bonne récolte. C'était une très bonne moisson que les femmes ont pu obtenir. Parce que nous avons obtenu des bonnes positions au sein du Parlement. D'abord, au sein du bureau exécutif, les femmes sont à 42%. Parce que vous avez 7 hommes sur 3 femmes. Ah, un petit pourcentage pour avoir la parité à ce niveau, n'est-ce pas? il faut toujours relativiser. Nous avons également obtenu les postes de vice-présidence. Nous avons 8 commissions permanentes. Nous avons 4 femmes vice-présidentes et nous avons 4 hommes vice-présidents. À ce niveau, c'est les 50%, 50%. La première fois que les femmes obtiennent les postes de rapporteur, un monsieur des institutions a attiré mon attention sur ce fait. Il faut aider les femmes à occuper les postes de rapporteur. Parce que à travers cette position, la position de rapporteur, je veux dire, la position de rapporteur leur donne une certaine visibilité lors des débats parlementaires et surtout en plénière. L'instance supérieure, l'instance suprême de l'institution parlementaire. Vous voyez, nous avons eu les femmes à ce niveau. Et nous avons également, c'est vrai que ce n'était pas important, mais nous avons quand même une femme présidente d'une commission spéciale. C'est tout un symbole. Moi, je me suis dit que c'était important. Et tout cela, je le dis et je reviens, c'est grâce à l'homme, Dr Dansa Kourouma. Le Iforchi. Notre Iforchi qui nous a aidés à avoir ces positions. Lorsqu'il était question de voter, de mettre les 4 secrétaires parlementaires pour compléter le bureau exécutif, il a dit non, c'est 2 femmes et 2 hommes. Automatiquement dans la salle, comme il n'y avait que 2 femmes candidates, elles sont même pas passées au vote. On les a plébiscitées. Elles ont été toutes réellement plébiscitées. C'est les hommes qui sont allés sur le terrain de combat. Hein? Et à ce niveau, nous avons eu 2 autres. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de le travail que ces femmes effectuent au sein de ce Parlement. Et d'ailleurs, tout cela a été couronné par quoi? Par une femme rapporteure générale du CNT.
Qui faisait d'ailleurs bien son travail. Qui faisait remarquablement, magnifiquement son travail, qui était impressionnant, qui était vraiment admiré par non seulement ses collègues, le public, nos invités, et les membres du gouvernement et les cadres des départements ministériels. Donc on s'est dit que c'était vraiment une fierté. Et toutes les fois que je vois ces femmes s'exprimer lors des débats parlementaires, je suis fière. Je me suis dit que je suis chez moi, je suis dans ma maison et je prie Dieu que ce travail continue et que le jour que ça doit, parce que quoique, il y a chaque chose à sa fin, et que après cela, que je vois ces filles-là, parce que nous quand même, nous sommes en train de partir à la retraite. Mais l'objectif que j'ai, ces filles, ces femmes qui sont là, les jeunes femmes, après le Parlement, je les vois encore jouer un rôle important dans la société. Le rôle de ministériel, elles peuvent continuer. Comme on nous dit, eh bien, tous ceux qui sont avec la transition ne seront pas candidats, mais ok. Mais si on me demandait, moi je dois partir, mais j'aurais voulu une exception pour ces femmes qui continuent à rester. Ma chérie, dans certains parlements, il y en a qui restent 20 ans, 30 ans. Oui. Si elles peuvent toujours travailler et continuer à produire les résultats escomptés, c'est une équipe gagne. Une équipe qui gagne ne doit pas être changée. Il faut toujours garder une équipe qui gagne. Mais bon, les choses réglementaires vont définir tout cela à l'avenir. Mais j'ai beaucoup confiance à ces femmes et je dis encore, elles ont l'avenir devant elles et comme vous autres. Donc, voilà. Vous avez bien dit que Dansa Kourouma est notre Iforchi et je vous rappelle qu'il n'est pas le seul. Nous avons une petite surprise pour vous. Vous allez regarder et ensemble, vous allez commenter. De me donner cette opportunité de parler de mon épouse. Évidemment, à travers les années, notre amour a connu beaucoup d'épreuves, en bien et en mal. Mais il est resté aussi solide que le roc. Depuis notre première rencontre, jusque maintenant, nous avons partagé une multitude de souvenirs heureux et partagé beaucoup de choses ensemble, que ce soit en bien ou en mal, comme je l'ai dit tantôt. On s'est connus très jeunes. Évidemment, moi, j'étais étudiant diplômatif. Enfin, je venais à peine de finir mes études. Elle venait d'être admise à l'école. Mes sentiments sont, disons, les meilleurs. Parce que je trouve que depuis ce que j'ai constaté depuis notre parcours, c'est une combattante. Elle se bat et elle croit à ses idées. Et dès qu'elle s'accroche à cela, elle essaye de réussir. Donc j'avoue franchement que c'est un sentiment de joie parce que je trouve que c'est une récompense de ce qu'elle a cherché elle-même. Toute femme doit croire en sa valeur, croire à ses idéaux et essayer de se battre pour réussir. Donc j'encourage toutes les femmes dans ce domaine. J'avoue franchement, Madame Bangroua croit en ses valeurs. Et quand elle s'accroche, elle veut vraiment réussir. Et on l'encourage dans ce sens, moi particulièrement. Je suis vraiment fier, je suis particulièrement fier. C'est une fierté pour moi de la voir aujourd'hui, ce qu'elle est devenue, parce qu'elle a cru en ce qu'elle a entrepris et elle a réussi. Oui, c'était une surprise. Un mot pour ce grand homme.
Ah oui, c'est vrai, comme il l'a dit, c'est vrai, on s'est connus très jeunes. On s'est connus très jeunes. Il me demandait un mariage. Moi, comme je l'ai dit, à peine 17 ans, on m'a donné un premier mariage où j'ai quitté avec beaucoup de problèmes, 2 enfants. On s'est vu, il dit, je veux te... Je dis, moi j'ai déjà des enfants. Il dit, mais pourquoi? Est-ce que tu ne vas plus faire d'enfants? Donc, moi, je venais d'être admise à l'université. Lui, il avait déjà fini l'université. Et franchement, comme il l'a dit, nous avons traversé beaucoup de preuves, mais notre amour était très solide. Et les gens se sont infiltrés, mais ils n'ont pas pu. Et Dieu a fait la différence. Dieu nous a soutenus parce que nous avons de beaux enfants. Nous avons des petits-enfants aujourd'hui. Et on s'est battu pour que ça continue, la famille, ça se consolide et ça se fortifie. Je l'ai dit tantôt, avant qu'il le soit, il a soutenu parce que je prenais son argent. Hein? Grâce à lui, j'étais sur le terrain. Il me donne la dépense ou bien je crée des problèmes pour avoir l'argent. Et pour aller payer les kits scolaires. Il dit non, une caravane que j'ai utilisée ici, je dis voilà, je veux la caravane, donne-moi de l'argent. Pour aller à l'intérieur, pour aller donner 2 millions à l'époque aux femmes, au groupement de femmes à l'intérieur du pays. Donc, je lui rends mes hommages, je le remercie et je le dis, je remercie la famille. La famille, c'est les enfants, mes enfants, mon mari. Mes frères et sœurs, cousins ont suivi à distance. Mais la maison là, c'est la famille et les enfants. Et mon mari. Merci à lui. Merci beaucoup, Monsieur Bangoura, pour ce témoignage. Madame, à présent, vous avez là des bouts de papier, un petit questionnaire. Vous allez piocher 4 questions et vous répondez vite fait sans réfléchir. Il faut lire ça. Alors, c'est écrit une erreur qui vous a appris une grande leçon. Voilà. Ça, c'est bon. Une femme qui vous inspire. Votre plus grande source de motivation. Voilà, c'est bon. Je n'ai pas bien compris. Donc, vous répondez, par exemple, à cette première question, sans même réfléchir. Une erreur qui vous a appris une grande leçon. Bon, une erreur, je ne sais pas comment je vais répondre à ça. Ok, on passe. Une femme qui vous inspire. Une femme, c'est ma mère qui m'a toujours inspirée. Elle m'a inspirée dans ma vie, elle m'a guidée, elle m'a soutenue. Jusqu'à ce que je sois une personnalité dans ce pays. Parce qu'avant sa mort, j'ai occupé un poste important, le DAF, et chef service des affaires financières à Zérékoré et DAF ici, un département très important. Donc, pour la troisième question, votre plus grande source de motivation. Bien, ma plus grande source de motivation aujourd'hui, parce que je ne vais pas revenir en arrière, mais c'est maintenant. La motivation, c'est la transition en cours, la refondation, le soutien que le président de la République apporte aux femmes,
la mention spéciale, il met sur les femmes, il promet, il fait des promesses pour les femmes, il les réalise. Il met les femmes à l'honneur pour la célébration de la fête nationale du pays. C'est une motivation qui continue à nous inspirer et qui continue à nous donner la force pour briser les barrières. Alors, comme quatrième question, un conseil que vous auriez aimé avoir plus tôt? Un conseil clé, c'était d'avoir toujours des personnes qui me disent de croire en moi, de croire à mon potentiel, de croire en moi, les conseils que je pouvais avoir. Je peux prendre un? Ok. Donc, c'est ça. Pour compléter l'autre là. Le plus grand regret, c'est de voir beaucoup de femmes ou beaucoup de filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le grand regret, c'est ça. Ok. Alors, Madame Maïmouna Yombouno, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, un mot pour encourager toutes les femmes qui veulent faire comme vous. Un mot, c'est, comme je l'ai dit toujours, le dit M. Bangoura l'a dit, il faut souvent avoir confiance en soi-même. En soi-même, je le dis, à travers les 3 C. Le caractère, le courage et la combativité qui peut vous animer. Les 3 C. Les 3 C, quand vous avez ça à l'idée, vous allez travailler. Vous n'allez jamais vous attendre le gain facile. Le gain facile pour les filles aujourd'hui, c'est rester, voir quelqu'un qui peut rapidement briser leur parcours. C'est d'aller à l'école, se former. C'est dire aux femmes de se former. Aujourd'hui, nous avons un moyen à disposition, un moyen à portée de main. C'est pas seulement Facebook, c'est pas les réseaux. Vous avez beaucoup de livres que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Vous avez les informations nationales et internationales que vous pouvez suivre. Moi, j'ai été aussi inspirée par les informations que je recevais à l'international. Très jeune, je l'ai dit, je me suis mariée avec lui, à peine j'avais 28 ans. Il avait une petite radio. À 6h du matin, ça déclenche pour RFI. J'ai aimé les informations à l'international. Ça a développé l'amour des informations locales, de la radio rurale de Zérékoré, la radio nationale, c'est-à-dire les informations locales et nationales. Donc, nous devons nous former et nous informer pour qu'on puisse faire la différence entre nos droits et nos devoirs. Nous devons nous former. Peut-être c'est cette chance que j'avais avant d'accéder à mon premier poste. J'étais déjà dans cette dynamique parce que aussi mon papa aussi m'a forgé dans la lecture. Mon papa m'a dit, lorsque vous finissez les études, ce que vous apprenez à l'école, c'est bon. Mais pour consolider les acquis, il faut aimer la lecture. Voilà comment j'ai commencé à aimer la lecture. Je lisais beaucoup de romans, beaucoup de magazines, beaucoup de magazines. À Minala, je prenais le temps de payer moi-même. Autrefois, je payais le journal, les journaux locaux, 3 000. Les femmes ne font pas. Les filles ne font pas ça aujourd'hui. Prendre le temps, aller payer. Ok, ça là c'est révolu. C'est en train de partir. Mais vous avez Guinée News sur votre téléphone. Vous avez Guinée Matin. Vous avez RFI. Vous avez BBC. Vous avez TV5. Vous avez France 24. Je vous donne je partage une petite information avec vous. En 2015, lorsque je me suis rendu compte, chaque année, le 8 mars, c'est les fêtes de réjouissance. Je suis allée m'informer. Je me suis rendu compte que le 8 mars, c'est une journée des droits des femmes.
C'est une journée de réjouissance, oui, mais une journée de réclamer vos droits. Une journée d'apporter les actions, les initiatives innovantes. 2015, je suis allée me battre auprès comme j'étais au département des télécoms, j'ai eu la chance d'obtenir un soutien avec MTN qui a mis la bibliothèque à notre disposition, bien évidemment de ma fondation, pour aller former les femmes. Nous avons financé parce que MTN a mis le bus, la bibliothèque numérique à notre disposition. Mais tout ce qui était les autres dépenses, carburant et autres là, manger, c'était de notre fonds. C'était petite cotisation de la fondation. Mais à cet effet, nous avons pu former 160 femmes de l'administration publique en 2015. Vous imaginez? Nous avons formé et à cette époque, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes n'avaient pas d'adresse email. C'est à travers cette opération, beaucoup ont eu les adresses email. Mais quand j'ai commencé, j'ai trouvé certaines femmes au poste ministériel qui ont dit que c'est bon, qu'on peut continuer. Moi, j'ai lancé une initiative. Je devais être accompagnée par les femmes qui occupaient les postes ministériels. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Madame la première vice-présidente, on me mentionne déjà qu'il est l'heure. Alors, la vice-présidente parle beaucoup. Je retiens d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Ah oui, de façon efficiente, de façon efficace. Efficiente, efficace. Réseaux sociaux, si vous avez une information qui ne vous intéresse pas, passez. Cherchez la bonne information. Je vais clore avec cette citation. Bien se former pour bien informer. Merci. Voilà. Ainsi, on va fermer porte et fenêtre de cette émission. Merci beaucoup. Elle était avec nous, Madame Maïmouna Yombouno, la première vice-présidente du Conseil national de la transition. Un parcours exceptionnel qui forge l'admiration et inspire toutes les générations de jeunes filles et de jeunes femmes. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se reprend dans un autre numéro.